Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le génocide arménien de 1915. Ils sont venus à 5 heures du matin. Ils ont tout ramassé, les intellectuels de la Turquie. Ils les ont emprisonnés, ils les ont pendus. Malgré les cris, le monde est resté silencieux. Il n'y a pas un Arménien sur Terre qui n'a pas eu un parent qui a été affecté par ce génocide. Ce témoignage de deux Canadiens d'origine arménienne recueillis dans les rues de Montréal en 2015 à l'occasion du centenaire du génocide arménien montre bien toute l'importance qu'occupe aujourd'hui encore le souvenir de cette tragédie dans la mémoire des Arméniens du monde entier. Même si la Turquie refuse toujours de parler officiellement de génocide, il est aujourd'hui largement reconnu que les événements de 1915 constituent en fait le premier génocide du 20e siècle. Au siècle dernier, notre famille humaine a traversé trois tragédies massives et sans précédent. La première, qui est largement considérée comme le premier génocide du XXe siècle, a frappé votre peuple arménien. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Les tambours résonnent en plein centre-ville pour l'Arménie, qui commémore les 100 ans du génocide. Des massacres perpétrés par les Turcs ottomans à partir de 1915 qui ont fait 1,5 million de morts. Malgré les cris, le monde est resté silencieux. Il n'y a pas un Arménien sur Terre qui n'a pas eu un parent qui a été affecté par ce génocide. Dans la foule, chacun a son histoire. Ils sont venus à 5 heures du matin. Ils ont tout ramassé, les intellectuels de la Turquie. Ils les ont emprisonnés, ils les ont pendus. Mon grand-père paternel a perdu sa femme, donc ma grand-mère, parce qu'elle avait décidé de retourner à la maison pour chercher de la nourriture pour ses enfants. Ils sont venus en famille. Le drame arménien se raconte de génération en génération. Nous venons pour nous souvenir et faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, n'oublient pas cette tragédie. Extrait d'un reportage d'Azeb Voldé-Georgis diffusé en mai 2015. Juste avant, vous entendiez le pape François, en avril 2015, reconnaître pour la première fois, au nom de l'Église catholique, le génocide arménien de 1915. Deux extraits, donc, qui nous ramènent à cette année du centenaire du génocide en 2015. Pour nous rappeler cette horreur du génocide arménien et le situer aussi dans son contexte historique, je reçois Jocelyne Chabot, qui est professeure au département d'histoire et de géographie de l'Université de Moncton, qui a co-dirigé l'ouvrage « Le génocide des Arméniens, représentation, traces, mémoire », publié aux éditions des Presses de l'Université Laval en 2017. Jocelyne Chabot, bonjour. Bonjour. Parlons-en de cette année 2015 qui marquait donc le 100e anniversaire du génocide arménien. Que nous a révélé cette année-là, ce centenaire, Madame Chabot, sur la place qu'occupe le génocide dans nos mémoires aujourd'hui, sur l'évolution aussi du dossier, de ce grand dossier de la reconnaissance du génocide des Arméniens? Je vous dirais qu'au niveau de la place qu'il occupe actuellement, on connaît de mieux en mieux le génocide des Arméniens. Et je pense que le 100e anniversaire a donné à cet événement-là une place assez extraordinaire, finalement, dans la mesure où, en tout cas en Occident, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup commémoré, de toutes sortes de façons, soit à travers les arts, la culture arménienne, et aussi, bien sûr, à travers des congrès ou des conférences scientifiques. Donc, il y a eu un retentissement important en 2015. Un devoir de mémoire qui s'est réalisé à ce moment-là. Est-ce que ça a donné concrètement, je parlais de c'est un grand dossier, cette reconnaissance du génocide, entre autres par la Turquie. Est-ce que là-dessus, il y a eu des avancées? Est-ce que 2015 a un peu fait progresser les choses? En Turquie ou ailleurs? Ailleurs, oui, certainement. Il y a des États ou alors des gouvernements
et puis bien sûr le pape, qui a reconnu donc le caractère génocidaire des événements de 1915. C'était la première fois pour le pape, pour l'Église catholique. Oui, officiellement, oui, absolument. Même si je vous dirais que l'Église était bien au courant des faits qui se sont déroulés en 1915, l'affirmation qu'il s'agit bien d'un événement à caractère génocidaire, c'était la première fois. Et il y a d'autres paliers de gouvernement en travers le monde qui ont reconnu aussi le génocide des Arméniens. Néanmoins, la Turquie, bien sûr, n'a toujours pas reconnu. Ouais. On verra, peut-être qu'un jour, on y arrivera. Parlons un petit peu du début de tout ça, de ce qui va conduire au génocide. Dans quel contexte il se produit, ce génocide arménien? Il se produit dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, les violences, bien sûr, les violences sur les fronts sont importantes. Il y a déjà en 1914 des milliers et des milliers de soldats qui décèdent, mais il y a aussi des violences qui sont commises contre les civils. Et ça, c'est à peu près sur tous les fronts. Sur le front ouest, sur le front est, bien sûr, et sur le front du Caucase, c'est-à-dire dans l'Empire ottoman. Mais dans l'Empire ottoman, les violences contre les civils prennent un caractère génocidaire. Elles sont systématiques, elles sont perpétrées de façon continuelle, c'est-à-dire à partir du moment où elles s'amorcent, il s'agit d'exterminer une population complète. Parce qu'en fait, il y a et c'est la population arménienne dont on parle, parce qu'il y a une décision de prise. On profite d'une certaine manière du contexte de la guerre, mais quand est prise cette décision et pourquoi on prend cette décision de se dire il y aura une mécanique génocidaire? Selon la majorité des historiens qui ont eu accès aux archives, mais les archives sont très partielles là-dessus. Donc, il semblerait que ce soit en février 1915 que le comité Union et Progrès, qui est à la tête à ce moment-là de l'Empire ottoman, décide, après discussion, d'exterminer les Arméniens et non pas de faire, par exemple, un nettoyage ethnique, mais vraiment de détruire la population arménienne de l'Empire ottoman. Et il y a, il faut le dire, il y a ce contexte de violence que vous avez décrit. L'occasion est belle, passez-moi l'expression. On est en pleine guerre. Il y a des violences contre les civils partout en Europe. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a déjà une entreprise qui est en marche. Déjà fin 19e, début 20e siècle, les Arméniens de l'Empire ottoman commencent à être persécutés. Il y a déjà eu de grands massacres. 1894 jusqu'à 1896, le sultan, qui est à la tête de l'Empire ottoman, va à ce moment-là littéralement programmer des massacres de la population ottomane, et c'est autour de 200 000 Arméniens qui sont massacrés à cette occasion-là. Il y aura aussi en 1909 un massacre dans la région d'Adana qui fait là aussi autour de 20 à 30 000 victimes. Et pour certains historiens, on parle déjà de massacre pré-génocidaire. Même si tous les historiens ne s'entendent pas sur le terme de pré-génocidaire. Mais arrive donc cette année 1915 et cette mécanique génocidaire en bonne et due forme qui va se mettre en place avec une date importante, le 24 avril 1915. Pourquoi c'est une date importante? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Ce jour-là, les autorités ottomanes vont arrêter les notables arméniens qui vivent à Constantinople. Donc, c'est au-dessus de 1000... oui, c'est ça. C'est au-dessus de 1000 notables qui sont arrêtés en l'espace d'une nuit et qui, dans les semaines suivantes, seront tués, massacrés, déportés dans certains cas. Et donc, c'est une façon aussi de couper la tête, si vous voulez, des élites arméniennes de l'Empire. Ça, c'est le début de cette entreprise infernale. Comment ça va se dérouler concrètement, ce génocide des Arméniens? Je propose d'écouter l'écrivain Pascal Tchamakian au micro de Pierre Nadeau à l'émission Déjà 20 ans, diffusée en février 1985. Ce qu'il y a de frappant quand on étudie toute la question, c'est la façon systématique et arbitraire de l'élimination des gens. C'est-à-dire qu'on nettoie des villes entières, des villages entiers. Il n'y a aucune raison militaire. Comment on faisait ça, M. Tchamakian?
On le faisait en plusieurs mouvements. Le premier, c'est d'éliminer toutes les armes que possédaient les Arméniens dans certains villages. Pour pas qu'ils puissent se défendre. Ok. Deuxième, il y avait des gendarmes arméniens, on les descendait. Troisième phase, c'est que tous les jeunes Arméniens qui étaient capables de porter les armes étaient pris dans les armées turques et éliminés dans l'armée même. Il restait plus que les femmes, les vieillards, les enfants et quelques hommes. Ceux-là, on les mettait dans des convois de déportation, soi-disant pour les déporter d'une ville à une autre. Durant la déportation, c'était un massacre systématique. Ils disparaissaient. Ils disparaissaient, arrivaient à destination, soi-disant, des camps de concentration, en moyenne entre 5 et 10% de ce qui avait commencé. Est-ce qu'il en reste encore, alors, de nos jours? Non, les 5 ou 10% ont été envoyés dans les déserts. Alors, ils mouraient dans les déserts. Comment décrire cette... On en a un petit aperçu, mais comment décrire, Jocelyne Chabot, cette mécanique du génocide des Arméniens? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi utilisé par les génocidaires? Surtout pour l'Anatolie orientale, ouais. On aura peut-être l'occasion de revenir, là, mais là où la population arménienne est la plus importante, c'est toujours le même mode opératoire. Et monsieur l'a très, très bien décrit. C'est-à-dire qu'on va annoncer à la population qu'elle doit se préparer à quitter ces villes, ces villages, et ça va très rapidement. Des avis de déportation. Absolument. Et donc, les gens ont parfois 48 heures pour faire leur bagage et partir. Ils ne savent pas vers où. Et à chaque fois, quand ils sont sortis des villages, des villes, les hommes sont séparés des femmes et des enfants et les hommes sont rapidement éliminés. C'est-à-dire qu'ils sont tués, donc fusillés pour beaucoup d'entre eux. Les femmes, les enfants et les vieillards, comme monsieur l'a dit, sont acheminés sur les routes de la déportation. Qui va être une véritable route de la mort. Elle est longue, elle est interminable. Il y a un stratagème aussi, on pourrait y revenir. C'est officiellement une déportation, mais c'est un génocide en bonne et due forme qui prend cette forme-là, la forme de ce long voyage. Quel sort, en fait, attend ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui se retrouvent sur ces longues routes de la déportation? Zeppour Metzbekian témoigne de son expérience à l'émission Là-bas si j'y suis, diffusée à France Inter en 1995. J'avais 2 frères, 2 sœurs, plus petits que moi. Après 8 jours, à peine, mon frère est mort, 8 ans. Un matin, je suis levée, qu'il est mort à côté de moi. Je dis, maman, Kourken est mort. N'a pas pleuré, ma mère. Elle a dit, c'est bien fait, vous êtes sauvés. Après quelques jours, c'est ma mère mort ou pas mort, je ne sais pas. Et nous sommes tombés dessus pour pleurer. Et le gendarme est venu, allez, marchez, marchez. Et en pleurant, nous avons quitté. Ma mère était morte ou pas morte, je ne sais pas. Allez, marchez, marchez, marchez. Qui est mort, il reste. Oui. Ma mère était chaude quand nous avons quitté et parti. On n'a pas laissé même pleurer un peu. Mon père, je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu mon père. C'est assez horrible de penser que tous ces gens prennent cette route. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, de fait. Vous avez fait des recherches, est-ce qu'ils savent que c'est la mort qui les attend? Mais dans les faits, cette route-là, c'est une route sans issue. Très peu se rendront au bout de la route. C'est une route de la mort. Oui, absolument. C'est le moyen principal de l'extermination des Arméniens, de les faire marcher dans ces déserts ou dans ces régions extrêmement arides. Et quand ils avancent, bien sûr, il y a la population locale qui se livre aussi à des violences contre eux. Donc, c'est le moyen, effectivement, de l'extermination des Arméniens. Avec ce prétexte, officiellement, évidemment, on ne parlera jamais de génocide. La Turquie, aujourd'hui, ne parle pas encore de génocide, reconnaît les violences, mais ne parle pas de génocide. Mais le prétexte, officiellement, c'est on déplace des populations. Ça, c'est la rhétorique officielle du gouvernement de l'époque. Absolument. On les déplace pour leur sécurité et la sécurité de l'Empire, puisque les troupes russes sont, bien sûr, aux portes du Caucase et qu'ils vont même pénétrer en territoire ottoman. Donc, il s'agit de les...
officiellement, on les déplace pour leur protection. Oui. Ce sera horrible, ce que vivront ces populations sur cette grande route de la mort. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Carzan, auteur de l'ouvrage Arménie, un génocide exemplaire, qui parle carrément de barbarie, vous allez voir, à l'émission Des livres et des hommes, diffusée le 3 juillet 1975. Ce qui est stupéfiant dans cette histoire, c'est de voir effectivement, en plein XXe siècle, avec quelle barbarie inimaginable on a assassiné 1,5 million de gens. C'est tout à fait... On est aux antipodes de l'organisation scientifique des nazis. On est vraiment dans une période primitive. On a l'impression de se trouver en face de peuplades primitives qui prennent plaisir à faire mal, car non seulement on tue, mais avant de tuer, on torture, on viole, on prive de nourriture, on prive de boissons, on empêche de vivre de toutes les façons avec une espèce de plaisir qui est vraiment diabolique. Ça se traduira comment, très concrètement, Jocelyne Chabot, ce long supplice que vont vivre ces femmes, essentiellement là, femmes, enfants, vieillards? D'abord, il faut dire que la majorité des femmes, des enfants, des vieillards meurent sur les routes de la déportation. En fait, ils meurent de faim. Ils meurent de soif parce qu'on les empêche de boire. Ils meurent aussi de froid ou sous le soleil brûlant parce qu'on leur enlève leurs vêtements. On a des témoignages où on raconte qu'effectivement des milliers de femmes sont nues. C'est une forme d'humiliation aussi. Ouais. Beaucoup deviennent folles parce que leurs enfants sont tués, leurs enfants meurent. Ils face bien sûr à la violence qui leur est infligée. Donc des femmes deviennent folles et ils sont abattus par les gendarmes. Violés. Oui, tout. Bien sûr. Il y a aussi une forme de violence très particulière, je dirais, au génocide des Arméniens, c'est cette violence sexuée. C'est-à-dire qu'on inflige aux femmes, ce sont essentiellement des femmes, jeunes filles ou mères ou femmes plus âgées, on leur inflige des tortures sexuelles de toutes sortes de manières. De plus, bien sûr, les jeunes filles sont souvent enlevées. On n'a pas de chiffres précis, là. On peut imaginer pourquoi c'est difficile à chiffrer, mais c'est des milliers de jeunes filles qui sont enlevées, qui sont kidnappées. Soit elles vont être servantes dans des familles turques, kurdes ou arabes, ou alors elles sont enlevées pour devenir la femme de musulmans. Et donc, elles sont mariées de force, ou alors, dans certains cas aussi vendues comme esclaves, là, mais elles sont mariées de force, et à partir de là, elles doivent changer de nom, elles doivent se convertir, bien sûr, à la religion musulmane, et elles doivent oublier leur langue, leur culture, pour s'intégrer, si je puis dire, là, à cette société kurde ou arabe ou turque. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a en Turquie des gens qui se découvrent, et le choc est parfois grand, des racines arméniennes. Oui, il y a un cas assez connu d'une jeune une journaliste, en fait, qui a découvert que sa grand-mère était arménienne et ça a libéré une parole, je dirais, en Arménie, de jeunes qui découvrent effectivement qu'ils ont des ancêtres arméniens, alors même que le génocide des Arméniens est toujours tabou en Turquie. Alors, c'est souvent au niveau psychologique, au niveau culturel, au niveau même politique, une forme de choc, quoi. Oui. Il y a une deuxième phase qui, en 1916, le génocide se poursuit, mais avec une phase plus précisément tournée sur l'extermination dans les camps. Quelle ampleur aura cette deuxième phase qui est moins connue? Effectivement, on a aussi moins d'informations sur cette deuxième phase. On dispose de moins d'archives ou de témoignages. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'est autour de centaines de milliers d'Arméniens qui vont arriver soit de l'Empire ottoman, soit de l'ouest de l'Empire ottoman, ou alors les fameux déportés, là, ils vont arriver dans un point central qui est Alep.
au nord de la Syrie. Et à partir de là, on va les acheminer vers des camps qui ne sont pas des camps de concentration comme on le voit en Europe là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des camps littéralement à ciel ouvert, mais dans les déserts syriens, mésopotamiens. Et ils sont acheminés vers ces camps pour y mourir. Et c'est bien sûr, encore une fois, ils y meurent généralement de maladies, de faim, de soif. Et ceux qui survivent au premier camp sont acheminés vers un autre camp, et ainsi de suite, jusqu'à la région d'Erzor, où là, les derniers survivants, sans doute autour de 100 000, derniers survivants vont être massacrés par l'organisation spéciale qu'on appelle. Ce sont des troupes qui vont finalement éliminer les derniers Arméniens survivants. Comment expliquer, Jocelyne Chabot, que les coupables vont rester impunis? La communauté internationale sait qu'il se passe quelque chose. Comment expliquer ça? Alors, d'une part, oui, la communauté internationale est tout à fait au courant des massacres qui se passent en 1915, 1916 et jusqu'en 1922 dans l'Empire ottoman. La communauté internationale, c'est-à-dire les alliés à l'époque, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, vont dénoncer ces massacres-là, promettant effectivement de juger les coupables après la guerre. Toutefois, après la guerre, le contexte va changer, mais je dois dire tout de même qu'il y a eu des procès à Constantinople pour condamner les membres du comité Union et Progrès, les unionistes comme on les appelle, pour les crimes commis contre les Arméniens. Mais dans le contexte de la démobilisation, si vous voulez, ces grands procès vont finalement condamner très peu de personnes. Par ailleurs, les principaux responsables, eux, ont été carrément extradés vers l'Allemagne. Et donc, ils ne sont plus dans l'Empire ottoman. Talat Pacha, Djemal Pacha, Enver Pacha sont en route, effectivement, vers l'Allemagne et donc échappent à la condamnation, même si, par contumace, on va les reconnaître coupables. Puis Mustafa Kemal aussi. Il faut dire que les motifs du génocide sont nationalistes. La Turquie, cet empire ottoman qui est déliquescent et il y a un mouvement nationaliste très fort. Kemal s'inscrit un peu avec sa République turque dans ce mouvement nationaliste, a besoin de ménager, en fait, ses susceptibilités nationalistes, ce qui fait qu'on sera plus libéral sur le sort qui attend les responsables du génocide. En quelques secondes, on en parlait au début de l'émission. Elle en est où, cette Turquie aujourd'hui, officiellement, par rapport à ce génocide? C'est-à-dire que la position est toujours la même. La Turquie nie le génocide des Arméniens. Elle reconnaît des massacres, mais elle les considère que c'est dans le cadre de la guerre, et donc il y a eu des victimes dans un camp comme dans l'autre. Et même qu'il y a eu plus de victimes du côté des populations musulmanes que des Arméniens. Alors c'est toujours la même position, finalement. Les progrès sont très, très lents en Turquie, même si on doit noter dans la société civile, surtout je dirais à Istanbul, dans les grandes villes, il y a tout de même certains Turcs qui aujourd'hui travaillent sur le génocide des Arméniens, font des recherches là-dessus et reconnaissent le génocide des Arméniens. Mais ça reste une minorité. Et depuis peut-être 2 ans, disons, le gouvernement Erdogan bat en retraite sur cette question-là. Jocelyne Chabot, professeure au département d'Histoire et de Géographie de l'Université de Moncton, co-directrice de l'ouvrage « Le génocide des Arméniens, représentation, traces, mémoire ». Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca.